Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui le chapitre intitulé Vascularisation, innervation du membre supérieur. La vascularisation, elle se résume en trois réseaux en fait. Il y a la vascularisation artérielle, la vascularisation veineuse et la vascularisation lymphatique. On va commencer par la vascularisation artérielle. C'est quoi la vascularisation artérielle? C'est le réseau de vaisseaux qui vont acheminer le sang artériel, ça veut dire le sang riche en oxygène et en aliments du cœur vers la périphérie. Quand on dit du cœur, c'est à partir des gros vaisseaux émanant du cœur vers la périphérie. Généralement, ce réseau, on l'individualise toujours sur des schémas en rouge. Contrairement aux veines qui sont généralement schématisées en bleu. L'origine de la vascularisation du membre supérieur, c'est l'artère axillaire. L'artère axillaire, on la considère comme l'origine de la vascularisation artérielle du membre supérieur. Cette artère, elle naît au-dessous de la clavicule, elle chemine au niveau du creux axillaire, le creux axillaire qu'on a vu au niveau du chapitre de l'anatomie topographique du membre supérieur. Donc cette artère, on va voir son origine, son trajet, ses rapports, ses branches collatérales et enfin sa terminaison aux branches terminales. Donc un schéma montrant l'artère axillaire, donc elle prend origine, comme je viens de dire, au-dessous de la clavicule et elle se termine à la sortie du creux axillaire. Cette artère, sur son trajet, elle va donner des vaisseaux, des artères collatérales pour destiner à l'articulation de l'épaule et destiné à la paroi externe de la cage thoracique et à la glande mammaire, surtout la glande mammaire chez la femme, c'est un élément important au niveau de cette vascularisation artérielle. Les principales artères collatérales, il y a l'artère susclaviculaire, les circonflexes de l'humérus antérieur-postérieur, il y a la circonflexe de la scapula, l'artère thoraco-dorsale, thoracique supérieur, thoracique interne, mais il faut savoir que il y a beaucoup de collatérales qui sont destinées essentiellement à l'articulation de l'épaule, l'articulation scapulo-humérale, scapulo-thoracique, donc généralement, et la paroi externe du thorax. Cette artère, quand on la voit, elle a des rapports importants, que ce soit au niveau du creux axillaire avec le pédicule et le reste du paquet vasculo-nerveux du creux axillaire, et en arrière avec les muscles de la paroi postérieure de l'articulation de la ceinture scapulaire. Comme on le voit, il y a des rapports importants au niveau postérieur et essentiellement c'est les branches qui vont sortir au niveau des deux orifices, c'est le quadrilatère, c'est ce quadrilatère et ce triangle au niveau de la paroi postérieure. Le trajet de l'artère, quand on analyse ce trajet, donc en position anatomique, il a un trajet en dehors et en avant. Mais ce trajet, il est variable en fonction des positions de l'épaule. Cette artère, elle a des rapports importants, on a dit, avec les éléments, que ce soit le contenant, c'est les éléments de la paroi du creux axillaire, mais aussi des rapports avec les éléments de vasculo-nerveux du creux axillaire, comme
on le voit. Donc les rapports avec, c'est l'élément. Retenez que cette artère est considérée comme l'élément central au niveau du creux axillaire et elle est entourée par les éléments du plexus brachial, la veine axillaire et aussi les ganglions lymphatiques axillaires. Donc un schéma montrant ces rapports, c'est ce qu'on appelle le rapport intrinsèque, ça veut dire les rapports entre l'artère et le reste des éléments vasculo-nerveux, essentiellement le plexus brachial et la veine axillaire. Comme vous voyez, là c'est sur un schéma, sur une planche cadavérique, c'est sur une dissection réelle et vous voyez l'origine du cœur, l'aorte et l'artère axillaire avec ses rapports nerveux essentiellement et veineux. Cette artère, au niveau de sa terminaison, elle va donner naissance à l'artère humérale ou l'artère brachiale. Vous pouvez trouver sur certains ouvrages artère brachiale. Donc l'artère humérale va être considérée comme l'artère terminale de l'artère axillaire. Elle va avoir comme origine donc la limite du creux axillaire. Elle va acheminer en dedans. On va voir son trajet, mais elle prend suite à l'artère axillaire. Cette artère, elle va cheminer entre les deux loges du bras, donc entre la loge antérieure et la loge postérieure du bras, dans le canal brachial, et elle va donner naissance à plusieurs collatérales. Mais essentiellement, les collatérales, c'est l'artère brachiale ou humérale profonde. Il y a l'artère collatérale radiale, l'artère collatérale ulnaire supérieure, ulnaire inférieure. Retenez que les collatérales qui sont du côté médial sont appelées collatérales ulnaires, et ça c'est relatif à l'ulna qui est médial, et les collatérales qui sont du côté latéral sont appelées collatérales radiales. Ces collatérales, comme on le voit sur ce schéma, vont constituer un cercle anastomotique très important. Ça veut dire qu'ils vont rejoindre les autres artères et les artères de l'avant-bras. Ils vont constituer un cercle qui va court-circuiter éventuellement un blocage ou une lésion. Donc retenez que c'est très important quand on a une lésion au niveau de cette région, parce que le sang, il peut cheminer dans ces collatérales et ainsi il maintient en vie la région de l'avant-bras et la région de la main. Donc on a sur son trajet plusieurs collatérales. On voit les cercles anastomotiques périarticulaires du coude. Donc sur son trajet, l'artère a des rapports très importants dans le canal brachial. Essentiellement, il y a la veine humérale et les branches terminales, maintenant qui sont devenues les nerfs du membre destiné au membre supérieur du plexus brachial. Essentiellement, l'artère est accompagnée du nerf médian sur tout son trajet, et sur la première partie du canal brachial, elle est accompagnée par le nerf ulnaire qui va quitter au niveau du tiers, de la jonction tiers moyen, tiers inférieur du canal brachial. Il va quitter le canal brachial pour aller dans la gouttière épitrocléole et crânienne et devenir postérieur. Mais retenez que le nerf médian est le principal rapport, ainsi que la partie supérieure du nerf ulnaire et la veine humérale.
Donc toujours les rapports, donc les deux veines humérales qui cheminent avec l'artère. Donc l'artère humérale ou brachiale est accompagnée de deux veines collatérales. Au niveau du coude, et là c'est une région très importante qu'on va étudier aussi en anatomie topographique, c'est la région du pli du coude avec les deux gouttières qu'on appelle la gouttière bicipitale médiale relatif à la position du biceps. Il y a la gouttière bicipitale médiale, la gouttière bicipitale latérale. Donc l'artère humérale va cheminer au niveau de la gouttière bicipitale médiale, accompagnée toujours de ces deux veines satellites et du nerf médian. Sur la coupe, regardez, on arrive à voir au niveau du tiers supérieur les rapports avec les deux veines, le nerf médian, le nerf ulnaire. Au niveau moyen, la même chose, mais à partir du tiers inférieur, on va voir qu'il y a le nerf ulnaire qui va quitter la région ou le canal brachial pour devenir postérieur. Donc, toujours, on va illustrer les schémas sur des dissections. Regardez, la dissection sur un cadavre où on arrive à voir l'organisation de ce canal brachial. À partir du coude, l'artère humérale va se terminer et va donner ces deux branches terminales qui sont l'artère radiale et l'artère ulnaire. L'artère radiale, au niveau du pli du coude, on a la division de l'artère humérale en deux artères, principalement, et ces deux artères, on va les appeler celle du côté du radius, qui est latérale, va être appelée artère radiale, celle qui est du côté ulnaire, qui est médiale, va être appelée artère ulnaire. On va voir que ces deux artères vont cheminer au niveau de la région du bras, de l'avant-bras, pardon, au niveau de la région de l'avant-bras, et elle va avoir des rapports et donner des collatérales importants, et va avoir des rapports avec les muscles de la loge antérieure du bras, ainsi qu'avec les nerfs destinés à la main, c'est les nerfs de l'avant-bras. Sur des coupes longitudinales, on va étudier les rapports des artères, donc ici l'artère radiale, accompagnée du nerf radial, l'artère ulnaire qui va être accompagnée du nerf ulnaire. Toujours sur une coupe. Et on va revenir au schéma initial, donc l'artère, elle chemine en latéral, c'est l'artère radiale, jusqu'à son arrivée au niveau du poignet. L'artère ulnaire, elle chemine du côté ulnaire, accompagnée du nerf ulnaire, et on insiste sur une branche collatérale de l'artère ulnaire qu'on appelle l'artère interosseuse, qui va se diviser en haut en deux artères. C'est ce qu'on appelle l'interosseuse antérieure. Elle chemine sur au contact de la membrane interosseuse, entre les deux os, et on l'appelle interosseuse. Il y a deux interosseuses en fait, une interosseuse antérieure, une interosseuse postérieure. Arrivé au poignet, nos deux artères vont donner la vascularisation artérielle de la main, qui est très riche, on va le voir, et qui est très importante. Voilà un schéma où on voit les deux artères radiales, ulnaires, qui vont donner, chacune va donner deux branches terminales qui vont s'organiser en arcade au niveau de la main. Et on va les voir. Donc l'artère radiale qui va donner, l'artère radiale se continue au niveau de la tabatière anatomique, on va le voir, et donner une branche qu'on appelle radio-palmaire.
l'artère ulnaire va se continuer en artère ulnaire et va donner une branche qu'on appelle ulno-palmaire. Ces deux artères avec les deux branches vont donner deux arcades, ce qu'on appelle les arcades palmaires superficielles et l'arcade palmaire superficielle et l'arcade palmaire profonde. L'arcade palmaire superficielle, c'est l'arcade qui naît à partir de la branche artérielle radio-palmaire avec l'artère humérale. Elle va donner l'arcade palmaire superficielle qui va donner naissance à la majorité des artères destinées au doigt. C'est les artères digitales, interdigitales, puis digitales. D'accord? L'arcade palmaire profonde, c'est l'arcade qui naît de la branche radio-palmaire de l'artère ulno-palmaire et de l'artère radiale. Elle va aller en profondeur et elle est destinée à la vascularisation de la majorité des muscles de la main, les muscles de la loge ténare, hypoténare et de la loge interosseuse. Donc un schéma. Retenez que ces arcades vont donner une richesse vasculaire aux membres supérieurs, à la main, qui a un rôle dans la vascularisation des éléments de la main, mais aussi dans les échanges thermiques. Donc la main est un élément qui va permettre la régularisation thermique avec ces échanges avec le milieu extérieur. Donc, je reprends les schémas. Donc, l'arcade palmaire profonde, l'arcade palmaire superficielle. Donc, on va voir les rapports des arcades avec, que ce soit les tendons de la main, les nerfs de la main. Donc cette vascularisation, on l'a étudiée sur le plan anatomique, mais retenez qu'elle sert aussi sur le plan clinique. Donc sur le plan clinique, on peut palper les vaisseaux artériels ou les artères à différents niveaux. L'artère axillaire au niveau du creux axillaire, dans cette position. L'artère humérale dans le canal huméral. L'artère humérale dans sa terminaison au niveau du pli du coude. Le plus connu, et c'est ce qu'on appelle la gouttière du pouls. Donc on peut palper le pouls radial au niveau de la gouttière radiale, et c'est là où on calcule la fréquence cardiaque. On peut palper le pouls ulnaire dans les deux régions, et on peut aussi calculer au niveau du pli du coude, au niveau de la gouttière bicipitale, on peut calculer la tension artérielle en faisant, donc en utilisant un brassard. Donc en fait le principe il est simple, c'est un brassard avec un manomètre, avec un stéthoscope, et on peut calculer la tension artérielle sur l'artère humérale. Après avoir vu la vascularisation artérielle, c'est ce qui achemine le sang riche en oxygène et en aliments vers les tissus. Après avoir utilisé ce sang va retourner au niveau du cœur, et le réseau qui nous permet de faire ça, c'est la vascularisation veineuse. La vascularisation veineuse, en fait, il y a 3 réseaux de vascularisation veineuse. Il y a un réseau de vascularisation veineuse profonde, un réseau superficiel et un réseau qu'on appelle intermédiaire
ou communicant ou perforant. C'est toutes ces nominations qui permettent de raccorder ces deux réseaux. Donc le réseau profond, en fait, c'est un réseau qui est simple, c'est un réseau qui est calqué sur la vascularisation artérielle. Et pour retenir ça, on va dire que toutes les artères du membre supérieur sont accompagnées de deux veines, sauf l'artère axillaire. Donc, retenez que chaque fois qu'il y a une artère, vous avez deux veines satellites, sauf pour l'artère axillaire qui n'a qu'une seule veine satellite. Et on va le voir. Donc, le schéma, il est simple. Chaque artère est accompagnée de deux veines satellites, sauf la veine axillaire où il n'y a qu'une seule veine. Pour le réseau superficiel, c'est le réseau le plus important sur le plan fonctionnel. C'est ce réseau qui permet d'acheminer la majorité du sang veineux du membre supérieur, et il est superficiel, il est sous-cutané. Pardon, il est superficiel, il est sous-cutané. Vous pouvez le voir, et il constitue, donc il y a la veine, ce qu'on appelle la veine radiale, la médiale radiale, la veine ulnaire, la médiane ulnaire. Ils vont constituer au niveau du coude, au niveau du pli du coude, ce qu'on appelle le M veineux. Le M veineux, il est important à étudier. Pourquoi? Parce que c'est un réseau qui est riche, qui est superficiel, qui est accessible, et c'est à partir de ce réseau qu'on va faire des prélèvements veineux. Quand on veut prélever du sang, on le prélève au niveau de ce réseau veineux. Quand on veut injecter aussi des médicaments ou des perfusions, c'est des médicaments en continu, on utilise ce réseau veineux parce qu'il est riche et il est superficiel et accessible. Donc, ce M veineux, il va donner deux veines superficielles essentiellement. C'est ce qu'on appelle la veine céphalique qui va remonter jusqu'à rejoindre le réseau veineux principal et la veine cave et aller vers les cavités droites du cœur. Et il y a la veine basilique qui va aussi rejoindre le réseau veineux principal du membre. Regardez, donc les deux veines principales superficielles, veine céphalique ou brachiale latérale, veine basilique ou brachiale médiale. Donc un schéma en anatomie de surface qui montre le M veineux. Vous voyez qu'il est superficiel, il est accessible au prélèvement. Sur des planches cadavériques, on individualise le réseau veineux par l'injection de l'encre. Donc c'est des techniques d'individualisation des vaisseaux. Maintenant, le dernier réseau, ce sont les lymphatiques. Le réseau lymphatique, c'est quoi? C'est un réseau qui a le même rôle par rapport aux veines, donc il va acheminer le sang de la périphérie vers le centre, mais il est spécialisé pour acheminer le sang qui est soit contaminé par des éléments bactériens, donc c'est des microbes, ou bien des cellules tumorales, et il va rejoindre la circulation veineuse. Mais sur son trajet, la particularité, c'est qu'il y a des ganglions lymphatiques. Ça veut dire quoi? C'est des filtres, en fait. C'est des ganglions, c'est des régions qui sont riches en lymphocytes, c'est des cellules de défense qui vont stopper soit une infection ou une tumeur, des cellules tumorales. Donc le réseau lymphatique, il sert à filtrer ce sang à travers les vaisseaux lymphatiques, puis au niveau des ganglions lymphatiques. Donc on voit le schéma et vous voyez les principaux ganglions lymphatiques qui vont jouer un rôle de défense au niveau du membre supérieur. C'est au niveau du coude, c'est les ganglions épitrochléens, et surtout
au niveau du creux axillaire, et ça c'est très important, c'est là où on va voir la majorité des ganglions lymphatiques du membre supérieur, mais aussi, et pouvez le voir sur ce schéma, il y a 5 groupes ganglionnaires essentiellement, donc latéral, central, postérieur, antérieur et apical et infraclaviculaire, mais qui vont recevoir la lymphe du membre supérieur, mais aussi de la région pectorale et, retenez-le, de la région du mammaire. Donc, quand on a des ganglions, il faut penser à un problème au niveau du membre supérieur, mais aussi à un problème au niveau du sein. Surtout chez la femme, ça peut être aussi un signe d'une tumeur, du sein ou un cancer du sein. Donc, il faut retenir que les ganglions lymphatiques au niveau du creux axillaire, c'est pour le membre supérieur, mais aussi pour le sein et la région du sein. Pour l'innervation du membre supérieur, donc essentiellement l'innervation du membre supérieur, elle provient de ce qu'on appelle le plexus brachial. Le plexus brachial, il va rassembler la majorité de l'innervation du membre supérieur qui provient des branches, des racines nerveuses provenant des vertèbres cervicales, la vertèbre cervicale, la 4e, la 5e, la 6e, la 7e, la 8e et la première vertèbre thoracique. Généralement, la majorité du plexus brachial, c'est de la 5e jusqu'à la 8e. Mais on peut trouver sur certains plexus, sur certains patients ou êtres humains, qui a la participation de C4 ou la participation de T1. Donc, l'origine, c'est la moelle épinière avec les 2 racines et les branches ou les racines nerveuses. Ces racines nerveuses, sur ce schéma, comme on voit en bleu, ce sont les racines qui vont donner les troncs primaires. Les troncs primaires, on a 3 troncs primaires, le supérieur, le moyen et l'inférieur. Ces troncs primaires, à leur tour, ils vont se diviser en troncs secondaires et vont donner les 3 troncs secondaires. C'est le tronc secondaire latéral, le tronc secondaire médial et le tronc secondaire postérieur. Ces troncs vont s'anastomoser, se diviser pour donner les branches terminales, c'est les nerfs du membre supérieur qu'on connaît et on va les voir. Le tronc latéral va donner les 2 nerfs, donc musculo-cutané et la moitié du nerf médian. Le tronc postérieur va donner le nerf axillaire et le nerf radial et le tronc médial va donner la moitié du nerf médian, le nerf ulnaire et les 2 nerfs cutané médial du bras et cutané médial de l'avant-bras. Voilà une organisation du plexus brachial. Ce nerf brachial, il va acheminer dans la région axillaire et il va contracter des rapports avec l'artère axillaire et les veines axillaires. On va voir la disposition. Généralement, l'artère est l'élément central, la veine est l'élément médial et le plexus brachial est tout autour. Voilà l'organisation du plexus brachial avec les vaisseaux sur une planche cadavérique. Le premier nerf qu'on va étudier, c'est le nerf axillaire. Donc c'est un nerf qui prend origine au niveau de la branche postérieure et il va faire le tour, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le nerf circonflexe. Il va faire le tour du col anatomique de l'humérus. Col anatomique. Il sort du quadrilatère de Velpeau, donc c'est un quadrilatère qui est délimité par les 2 teres minores, teres majeures, et
le grand dorsal et le muscle triceps. Col chirurgical. Ce nerf, il est destiné essentiellement aux muscles deltoïdes. Sur le plan moteur, sur le plan sensitif, c'est le nerf qui va donner la sensibilité du moignon, de cette région de l'épaule qu'on appelle le moignon de l'épaule. Ce nerf, il risque d'être lésé, comme on a dit tout à l'heure, quand il y a des fractures du col chirurgical de l'humérus. Le deuxième nerf, c'est le nerf radial. Le nerf radial, il naît aussi au niveau du tronc postérieur. Il passe derrière l'humérus, comme on l'a vu en ostéologie. Il a un rapport intime au niveau de la face postérieure de l'humérus, où il chemine au contact de l'os. Donc, il risque d'être lésé en cas de fracture de l'humérus. Donc, ce nerf, il fait le tour. Après, il va innerver le muscle triceps. Retenez le trajet. Généralement, les muscles qui sont sur son trajet vont être innervés par ce nerf. Donc, il va innerver le muscle triceps, puis il va quitter la région du bras au niveau latéral, donc du côté radial, au niveau de la gouttière bicipitale latérale, où il va donner ces deux branches terminales. Donc, une branche motrice postérieure, qui va innerver la majorité des muscles postérieurs de l'avant-bras, et une branche sensitive qui va accompagner l'artère radiale pour donner la sensibilité de la région de la première commissure et dorsale du pouce. Donc un schéma qui va un peu schématiser le nerf radial avec sa composante motrice postérieure. Vous voyez la majorité des muscles postérieurs de l'avant-bras, et sa branche sensitive qui va donner la sensibilité de cette région de la commissure, de la première dorsale de la première commissure et dorsale du pouce. Donc c'est la zone du nerf radial, et on va la tester. Sur le plan moteur, c'est l'extension, parce que il innerve les muscles postérieurs. Sur le plan sensitif, c'est la première commissure. Donc le troisième nerf au niveau du membre supérieur, c'est le nerf médian. Comme son nom l'indique, il est du côté médial, il accompagne l'artère humérale, puis il passe dans la tabatière, dans la gouttière bicipitale médiale, pour devenir médian au niveau de l'avant-bras, d'où son nom, le nerf médian. Donc le nerf médian, quand il va arriver au niveau de l'avant-bras, il va donner l'innervation motrice de la majorité des muscles de l'avant-bras, à l'exception des deux muscles qui sont beaucoup plus proches du nerf ulnaire et qui vont être innervés par le nerf ulnaire. Donc le nerf médian va donner l'innervation motrice des muscles de l'avant-bras, puis il va passer par le canal carpien. C'est une région où il est vulnérable, on va le voir en anatomie topographique. Il va passer dans le canal carpien accompagné des tendons de la main, et qui va donner l'innervation motrice de la région thénard et l'innervation sensitive de la partie palmaire de la main, essentiellement du pouce, du deuxième, du troisième et la moitié latérale du troisième doigt. Donc un schéma qui va montrer, donc en rouge c'est le territoire moteur, donc on va le voir, la majorité des muscles de l'avant-bras
du compartiment antérieur et l'innervation sensitive de la main. Donc un schéma montrant la zone sensitive du nerf médian en bleu, donc la moitié. Et la zone autonome, généralement c'est la pulpe de l'index. Pour sa motricité, on va le tester par les muscles de la loge ténare, c'est surtout l'opposition du pouce. Donc le nerf musculocutané, il a l'origine aussi au niveau du tronc latéral et il va passer perforer le muscle coraco-brachialis, qu'il va innerver d'ailleurs, pour donner l'innervation du biceps brachial, puis il devient sensitif. Donc essentiellement c'est un nerf qui est moteur au niveau du bras, sensitif au niveau de l'avant-bras. Son territoire sensitif au niveau de l'avant-bras, c'est la partie latérale de l'avant-bras. Le nerf ulnaire, il va être du côté médial, comme on a dit tout à l'heure, accompagnant l'artère humérale, puis au niveau du tiers inférieur, il va quitter cette région pour devenir postérieur et passer au niveau du coude dans cette région anatomique qu'on appelle gouttière épitrocléo-olécranienne, entre l'olécrane et l'épitroclé, puis il va redevenir antérieur et accompagner l'artère ulnaire au niveau de l'avant-bras du côté ulnaire, puis il va donner pour les muscles les plus proches chez le fléchisseur radial du carpe et la moitié du fléchisseur profond des doigts. Donc c'est son rôle moteur au niveau de l'avant-bras. Puis il va donner l'innervation de la loge hypoténare, l'innervation motrice de la loge hypoténare, l'innervation des muscles interosseux, des lombricaux, puis il va donner la sensibilité de la main du côté ulnaire. Donc, en pratique, on va le tester en utilisant les interosseux parce que c'est le muscle moteur des interosseux et la sensibilité, c'est au niveau de la pulpe du 5e doigt où on est le plus loin des autres nerfs. Donc, ces schémas, c'est pour résumer, en fait, l'innervation motrice du membre supérieur. Et on va voir que l'épaule, c'est les nerfs qui vont être directement, c'est les collatérales du plexus brachial, et le nerf axillaire. Au niveau du bras et de l'avant-bras, donc l'extension, la supination, c'est le radial. Le musculocutané, c'est beaucoup plus la flexion, la supination par le biceps. Le nerf médian, c'est le muscle pronateur, fléchisseur et opposant du pouce. Le nerf ulnaire, c'est le nerf qui va donner l'adduction, une partie de l'extension, mais surtout au niveau des doigts, des interosseux. Pour les territoires sensitifs, c'est un schéma montrant les différents territoires sensitifs du membre supérieur, mais il faut surtout retenir ceux de la main avec le nerf médian en vert, le nerf ulnaire en rouge et le nerf radial en orange. Je vous remercie.